Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Aujourd'hui, je vais revenir sur un rapport qui n'est pas un rapport officiel, j'insiste bien là-dessus, qui est sorti en juillet 2023, donc cet été. Un rapport qui a été réalisé par plusieurs scientifiques qui font partie notamment de l'école de géosciences de l'université de la Floride du Sud. On a également des auteurs qui font partie de l'université du Koweït, de l'université également de Californie, également d'Irlande. Bref, un panel en fait de spécialistes qui concernent l'analyse des crustacés et notamment des barnacles. Et donc dans cette étude, ces auteurs vont se baser sur un des rapports qui a été publié, je vais vous le présenter ensuite dans cette vidéo, dans le rapport final malaisien, qui était un rapport qui était en annexe. Un rapport qui est passé assez inaperçu, même si j'avais jeté un œil à l'époque. C'est un rapport qui va étudier on va dire la croissance de ces crustacés. Je ne vais pas revenir sur ce rapport, on va regarder un petit peu ce rapport initial du rapport final. On va surtout se concentrer sur le rapport que l'on a là et voir quelles sont un peu les différences avec le rapport initial officiel qui avait été publié, puisque ce rapport utilise des données techniques qui sont contenues dans ce rapport, notamment ce qu'on va parler des isotopes qui sont dans ces barnacles. Alors, je vais expliquer un petit peu brièvement ce que sont ces isotopes, en espérant avoir bien compris, parce que je ne suis pas un spécialiste des barnacles. Et donc, cette étude propose justement une analyse qui pourrait être affinée par rapport à ce qui avait été fait à l'époque dans le rapport qui a été publié en annexe du rapport final. Alors, pour parler de ce rapport qui était en annexe du rapport final, il faut savoir que c'est un rapport qui est un rapport qui est en anglais. C'est l'annexe 2.6a qui concerne l'analyse biologique. Ce rapport s'est penché sur une analyse biologique de ces fameux barnacles, qui sont les coquillages que l'on a retrouvés sur le flaperon. Et ce qui avait été étudié à l'époque, c'est d'essayer de voir si, en analysant la croissance de ces barnacles, si on pouvait arriver à déterminer à quel moment ils étaient apparus et si ça pouvait nous renseigner également sur la position d'origine du flaperon, ou du moins la position géographique en fonction de la température de l'eau où ces coquillages avaient pu commencer justement à grandir sur ce flaperon. Donc, ce rapport, il est disponible depuis 2018 lors de la parution de ce rapport final. C'est un rapport qui est assez court, qui fait que 11 pages, qui est relativement simple à comprendre. Ça ne va pas non plus trop dans la technique. Bref, ça peut être intéressant si vous vous intéressez à ce genre de crustacés. C'est assez simple à comprendre. J'en profite, tant qu'on parle du flaperon, pour rappeler qu'on a quand même pas mal de rapports qui viennent de ce flaperon. On a d'abord un rapport dont j'ai déjà régulièrement parlé en vidéo, un rapport de la DGA, qui est un rapport d'analyse concernant ce flaperon qui est en anglais, qui est de Restricted Circulation, c'est-à-dire de diffusion restreinte. C'est un document qui avait été commandé par le juge d'instruction français auprès de la DGA pour pouvoir avoir une analyse un peu plus poussée de ce flaperon. C'est surtout une analyse, on va dire, technique pour ce qui est d'analyser les dégâts de ce flaperon et d'étudier notamment les possibilités, du moins ce qu'on pouvait en déduire sur la façon dont cette pièce avait pu être arrachée. Et on avait notamment en conclusion une phrase qui était très intéressante qui laissait entendre que ce flaperon pouvait être en position basse et qu'il aurait pu être arraché au contact de l'eau, d'où ce que je dis depuis un moment, qui est qu'on ne peut pas exclure que l'avion ait été améri par un pilote qui était aux commandes pour pouvoir expliquer l'arrachement de cette pièce. Je passe sur cette partie parce que ça n'est pas le sujet de la vidéo. On avait également un autre rapport qui cette fois était en français, qui était là encore un rapport de la DGA. Donc vous pouvez le retrouver en annexe également du rapport final, c'est l'annexe 1.12A2
qui concerne là encore une analyse du flaperon, mais un peu plus détaillée, notamment au microscope. Dans ce rapport, on a notamment une analyse plus approfondie de la peinture et des analyses au microscope justement de la surface de la peinture. Et on a également dans ce rapport le détail concernant les tests de flottabilité du flaperon qui a été réalisé par la DGA à Balma à Toulouse, avec des images que vous pouvez voir de la pièce dans un bassin pour étudier sa stabilité au niveau de la flottabilité en prévision de la fabrication d'une maquette identique pour recréer ces conditions-là en conditions réelles en mer pour des tests qui ont eu lieu ensuite. Voilà, donc ce rapport il est en français, il fait 143 pages et c'est un rapport qui est diffusé depuis 2018. Voilà un peu pour planter le décor. On va maintenant se pencher un petit peu sur le rapport dont on va parler aujourd'hui, qui est donc un rapport d'un groupe d'ingénieurs qui vient d'un petit peu partout, hein. Donc on a notamment des ingénieurs qui viennent de l'université de Floride, de Californie, du Koweït, d'Irlande, bref, un panel d'experts qui sont penchés sur la possibilité d'étudier un peu plus en détail les barnacles pour voir si on ne pouvait pas en tirer une analyse un peu plus approfondie quant notamment à l'isotope d'oxygène, je ne dis pas de bêtises, j'ai bien compris ça, je ne suis pas un spécialiste des barnacles, qui est contenu en fait dans la coquille de ces barnacles, puisqu'on a des analyses avec des valeurs qui sont données dans un des rapports officiels, donc ils sont basés sur ces données-là. Ce qu'ils se sont ensuite penchés, c'est de faire une analyse de la température de la surface de l'océan à partir de modèles mathématiques et d'évaluer les températures auxquelles les barnacles avaient été exposés pour déterminer un peu la croissance qu'ils avaient pu avoir au cours de la dérive et de voir si dans ces calculs de dérive, les températures de l'eau par lesquelles ils étaient passés pouvaient donner des trajectoires plus ou moins préférables que d'autres pour essayer de déterminer éventuellement un point de départ. Voilà un peu l'idée qu'il y a. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus, je pense que vous avez un petit peu compris. Ce qui est également précisé, c'est que les valeurs qui ont été données dans le rapport officiel ne concernent pas des valeurs d'isotopes sur les barnacles les plus gros que l'on avait sur la pièce. Donc une des recommandations à la fin est d'essayer de récupérer ces barnacles, du moins les plus gros, qui seraient donc les plus âgés, de façon à pouvoir affiner un peu plus la croissance de ces barnacles. Ce qui est dit, c'est que le plus gros des barnacles qui a été retrouvé sur le flaperon faisait environ 36 mm et que ça correspond à environ 15-16 mois d'ancienneté. Donc c'est la raison pour laquelle le rapport officiel n'avait pas pu déterminer précisément si ces barnacles avaient étaient vraiment apparus au moment où le flaperon avait échoué dans l'eau. C'est pour ça que c'était assez difficile de déterminer précisément un endroit où ces barnacles avaient pu apparaître sur le flaperon et donc une température d'eau préférable puisque certains barnacles avaient déjà atteint la taille adulte. C'était une des limitations justement de l'étude et c'est pour ça que ça n'avait pas été suffisamment probant en termes de précision. Concernant cette étude, on a également, ce qui est noté, quelques variations par rapport au modèle qu'ils ont testé. Et notamment, ils ont trouvé qu'il pouvait avoir une variation de l'ordre d'environ 2 degrés par rapport au modèle qui avait été émis dans le rapport officiel que l'on trouve en annexe du rapport officiel. Et que ces 2 degrés laissaient supposer que la dérive du flaperon pouvait avoir lieu plus au sud que ce que l'on pouvait initialement penser. On a également une recommandation sur une trajectoire. Vous avez ces schémas-là qui vous sont expliqués dans le rapport avec plusieurs études de dérive. Ils ont utilisé des modèles de calcul de température également,
Également étudier la croissance des barnacles en fonction de la température de l'eau sur leur modèle par rapport aux trajectoires qu'ils ont étudiées pour voir parmi ces modèles lequel pouvait le plus coller à ce que l'on a relevé en matière d'isotope d'oxygène. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'isotope d'oxygène, visiblement, en analysant une partie de la coque du barnacle, on peut arriver à déterminer cet isotope. Et cet isotope est directement en lien avec la température de l'eau dans laquelle le barnacle a évolué. Et en fonction de l'endroit où on prend ce prélèvement sur la coque du barnacle, on peut arriver à déterminer qu'il y a par exemple quelques mois, le barnacle avait été exposé à des températures moyennes de tant de degrés. Voilà un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce rapport. Alors, une des grosses différences que l'on a dans cette étude par rapport aux analyses initiales qu'on avait dans les rapports officiels, c'est qu'ils se sont cantonnés à des zones beaucoup plus larges pour essayer de déterminer le point de départ du flaperon, ou du moins le point de départ concernant l'apparition et la naissance de ces barnacles sur la pièce, qui est davantage basé sur la température de l'eau, qui est préférable pour que ces barnacles puissent s'accrocher et commencer à grandir sur la pièce. Ce qu'ils constatent, c'est que jusqu'à présent, les études de dérive qui ont été faites du flaperon se sont cantonnées au 7e arc. Et ce qui est vrai, puisque le 7e arc, c'était la dernière position connue de l'avion par rapport aux données satellites. Donc, il y a tout un tas d'études qui ont été faites par rapport à ce 7e arc, en considérant que la zone de départ était dans le secteur du 7e arc, une zone quand même relativement large. Eux, ils ont été beaucoup moins restreints là-dessus. L'enseignement le plus important concernant ce rapport, il est surtout dans le fait que les relevés qu'ils ont observés laissent tendre que le flaperon aurait passé plusieurs mois à l'ouest de la longitude 70 degrés est et à une distance d'environ 1500 km de la Réunion. Donc, est-ce que le flaperon est resté à dériver et dans une distance à 1500 km de la Réunion sur la fin? C'est possible, mais c'est surtout une trajectoire qui est visiblement plus au sud que ce qu'on pensait. Ce qui pointe du doigt, c'est que les paramètres qui ont été utilisés par les scientifiques français dans l'étude officielle est un petit peu trop optimiste sur la température des eaux que le flaperon aurait pu traverser. Pour eux, les isotopes tendraient à montrer que la température était en moyenne dans 2 à 3 degrés en dessous de celle qui a été prévue. C'est possible, voilà, là-dessus, ça va quand même loin, c'est quand même très technique. Mon point de vue pour finir là-dessus, ça reste une étude supplémentaire. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui continuent à travailler dessus et que même avec des informations qui datent de 2018, du moins, qui ont été publiées en 2018, mais que l'on a en fait depuis 2015, puisque ces informations-là ont été prélevées par la France en 2015, lorsqu'on a récupéré la pièce, eh bien on a toujours des études qui tendent à essayer de voir si on ne peut pas en tirer un peu plus de ces rapports et d'essayer de faire avancer les choses. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est de continuer à essayer de creuser et de trouver peut-être des informations qui peuvent amener peut-être les autorités à aller chercher dans une zone plus qu'une autre. Alors, sur la dérive des débris, moi j'ai toujours dit que j'étais très dubitatif sur la fiabilité de ces dérives, puisqu'on est sur une dérive qui est de 15 mois, c'est très très grand, l'incertitude elle est immense, c'est bien rappelé également dans le rapport, ils disent qu'il y a quand même une imprécision quant au courant, en fonction des modèles que l'on prend, ce ne sont pas les mêmes, mais également en fonction du vent, puisque la pièce étant à fleur de la surface de l'eau, eh bien ces paramètres doivent aussi être pris en compte, notamment au niveau de la vitesse du vent, puisque le vent va avoir aussi une influence sur la dérive de la pièce, en plus des courants. Et ça, c'est très très difficile à quantifier, puisque ça dépend de la façon dont la pièce est immergée, mais la pièce, elle n'est pas restée immergée dans la même position tout le temps. Donc, cette exposition au vent et au courant marin,
elle évolue en fonction de comment bouge la pièce à la surface. C'est des tests de flottabilité du flaperon qui ont été réalisés par la DGA et qu'on a en annexe du rapport officiel, montrent que ce n'est pas si simple de déterminer comment la pièce elle a pu se positionner. On a une position préférentielle où on sait qu'elle a une position d'équilibre, mais en fonction de l'état de la mer, la pièce peut très bien s'être retournée régulièrement. Donc, c'est pas quelque chose de fiable à 100%. Ça, je veux bien insister là-dessus. C'est une étude supplémentaire qui apporte des éléments supplémentaires. De là à déterminer une localisation précise du MH370, il ne faut pas en attendre grand-chose par rapport à ça. Mais c'est encore une étude qui fait un peu avancer les choses, qui amène un regard un petit peu différent. Et là-dessus, moi, je ne peux qu'encourager ce genre d'études. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je travaille actuellement sur une autre vidéo concernant le dernier rapport de Richard Godfrey sur le WSPR, puisque Richard Godfrey a encore fait des déclarations à la presse en disant qu'il avait une autre position de l'avion. Ce sera l'objet d'une autre vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer de ce rapport. Laissez-moi un petit peu de temps parce que c'est un rapport qui fait plus de 200 pages, extrêmement technique. Comme toujours, j'essaie d'étudier toujours cette affaire sur mon temps libre, qui n'est pas toujours évident. J'ai aussi des contraintes professionnelles et personnelles, donc je fais tout ça sur mon temps libre. Voilà, je vous dis à bientôt.